On a eu, je dirais, parce que moi je pense à un multilatéralisme en faveur du libre-échange, dans le cadre du GATT puis de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi, on en reparlera, de la Banque mondiale et du FMI, qui ont été des artisans très importants au sud de cette libéralisation des échanges. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une configuration encore pire, qui passe par les accords de libre-échange bilatéraux, où il y a des rapports de force encore pires pour les pays pauvres, pour les plus faibles, pour ceux qui n'arrivent pas à se dresser contre les intérêts des pays et des pays riches et de leurs multinationales. Vous savez qu'en ce moment, depuis 1 ou 2 semaines, ont commencé les négociations sur le partenariat transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis. Ça fait suite à tout un tas d'accords. C'est que l'Union européenne est la championne des accords de libre-échange. Elle en a plusieurs centaines qui sont notifiés à l'OMC en ce moment. Et alors, je dirais en termes d'ampleur, sans doute que celui avec les États-Unis sera le plus important. Alors, il va concerner les droits de douane, mais en particulier dans le domaine agricole, parce que voilà. Mais je dirais surtout, ça va concerner les normes sociales, environnementales, et même les politiques qui ont été prises dans les pays et à l'Union européenne, et quelques seules politiques, je dirais, progressistes qu'on a réussi à faire décider ces dernières années, par exemple l'interdiction de l'extraction du gaz de schiste ou la clause de sauvegarde sur les OGM pourrait, alors je ne développe pas, mais pourrait tout à fait être, suivant la façon dont se poursuivent ces négociations, être menacée par cet accord de partenariat transatlantique. C'était une bataille quand même qu'on espère très forte ces prochaines années, ça va durer longtemps. On est en train de monter un groupe de travail et une liste à laquelle tous les adhérents peuvent s'inscrire. Il y a un collectif qui va se monter de mouvements sociaux, de mouvements dès la rentrée. Je sais qu'il y a des collectifs locaux qui sont déjà en route comme à Toulouse. Voilà, donc c'était aussi pour vous inviter à vous impliquer dans cette campagne-là qui, à mon avis, peut être extrêmement importante pour Attac et pour le mouvement social. On est en même temps face à un danger d'approfondissement du libre-échange qui est quand même très très important. Poser la question du pourquoi relocaliser, peut-être revenir là-dessus, et ensuite du comment relocaliser, même si vous avez déjà bien balayé le terrain. D'abord, le pourquoi relocaliser. Alors évidemment, premièrement, pour ne pas mettre en concurrence des systèmes productifs extrêmement inégaux. Alors là, je vais prendre le cas de l'agriculture. Vous savez qu'entre un paysan burkinabé qui n'a que des outils manuels, sans sélection de variétés, sans intrants, etc., et notre agriculteur dit moderne d'ici, vous avez des différences de 1 à 500, voire de 1 à 1000, ça ce sont les agronomes qui l'ont calculé, de rendement. C'est-à-dire qu'un agriculteur, notre paysan burkinabé, il va produire 500 à 1000 fois moins, par exemple, tonnes de blé dans l'année que l'agriculteur dit moderne d'ici. Donc ce sont des différences ahurissantes, évidemment, de rendement, de productivité du travail, qui font que si vous les mettez en concurrence, eh bien, le résultat, il est extrêmement clair. Et juste une parenthèse, de ce point de vue, les néolibéraux s'appuient toujours sous des formes relativement nuancées parfois sur la théorie des avantages comparatifs relatifs de Ricardo, qui ne tient absolument pas, ça faut quand même le répéter, puisque ce sont des hypothèses fausses, absolument fausses aujourd'hui, d'immobilité du capital, par exemple, ou plein emploi. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on met en concurrence, évidemment, on tire toutes les normes sociales et fiscales vers le bas et environnementales vers le bas, parce que le capital va se déplacer là où il va le plus produire ses profits. Deuxième, alors pour revenir à ça, alors je dirais qu'au moment de la crise alimentaire mondiale, qui a eu, alors une crise qui est en fait durable, mais disons le pic qu'il y a eu en 2008 de crise alimentaire, même la Banque mondiale a dû reconnaître, pour vous dire, même la Banque mondiale, a dû reconnaître que la sécurité alimentaire dans les pays du Sud passait avant tout par une restauration de leur développement agricole dans leur pays et leur région. Que si on veut que les Africains mangent, il faut produire en Afrique. Le libre-échange est toujours en trompe-l'œil, il est toujours truqué. Il est toujours truqué en faveur des pays riches, en particulier. Prenons l'exemple aujourd'hui, encore une fois, de l'agriculture. Il y a en fait un immense dumping organisé par la triade, OMC, Banque mondiale, FMI. D'un côté, la Banque mondiale et le FMI, dans les années 80-90, avec leur fameux plan d'ajustement structurel, ont démantelé les droits de douane dans les pays du Sud, qui était le seul outil qu'ils pouvaient utiliser sans que ça leur coûte de l'argent. Et en parallèle, ce qui s'est passé, c'est que
Eh bien, l'OMC a fait de même, a demandé la même chose aux pays du Nord dans le cadre des négociations de l'OMC à partir des années 90. Mais le problème, c'est que l'OMC accepte ce qu'on appelle des aides directes, censées ne pas distordre les échanges, sauf que ce sont des aides qui sont versées à coût de dizaines de milliards d'euros, qui constituent la totalité du revenu agricole français, par exemple, qui sont versés en faveur des plus gros. Hein, et c'est donc un dumping organisé qui fait qu'on peut leur exporter bien en dessous de nos coûts de production, puisqu'ils n'ont plus de droits de douane, qui ont été démantelés dans les plans d'ajustement structurel, et que eux, évidemment, ne peuvent se permettre ces aides. Donc, premier trucage du libre-échange. Donc, le libre-échange est en fait toujours en trompe-l'œil, et il est en trompe-l'œil aussi parce que, de toute façon, cette concurrence pure et parfaite n'existe jamais, et en particulier la question des oligopoles, des multinationales, notamment dans le domaine agricole et agroalimentaire, les multinationales de la distribution, de la transformation, etc., qui sont d'ailleurs en ce moment en train d'intégrer une très grande partie du secteur de la production. Par exemple, vous avez aujourd'hui plus de la moitié des élevages dans le monde de volailles, d'œufs et de porcs qui appartiennent maintenant, de façon indirecte ou pas, aux multinationales. Donc voilà, vous voyez quelle est la vitesse aujourd'hui d'intégration de ces multinationales jusqu'à des niveaux qui jusqu'à maintenant on disait l'agriculture c'est paysan, c'est familial, etc. Mais on se rend compte que eh bien, ce mouvement de libre-échange il est en train de bouffer complètement ces derniers secteurs qui peuvent être un peu protégés. Alors donc du coup par rapport à ces oligopoles, troisième raison de relocaliser, pour court-circuiter grâce au circuit court. Pour court-circuiter ces oligopoles grâce au circuit court, et quand on va au marché de producteurs évidemment, quand on va dans Synamap, évidemment, c'est une façon de court-circuiter cette grande transformation et cette grande distribution. Autre raison, évidemment, diminuer les coûts écologiques des transports, parce que tu as parlé des coûts économiques, mais il y a évidemment les coûts écologiques des transports. Hein, c'est aujourd'hui plus du quart des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à ce transport. Et puis, je dirais, sans la dernière raison pour moi qui est très importante, éviter une fragmentation des territoires. Et c'est dans le titre d'ailleurs, je crois que c'est très important. Dans le domaine agricole, il y a un scénario assez connu qui a été avancé il y a quelques années par la Commission européenne et reprise par des économistes libéraux, cher à mon cœur, et qui nous prédisait de façon très optimiste, hein, ça allait être génial. Il y aurait d'un côté les zones grises d'agriculture ultra compétitives sur les marchés mondiaux, par exemple la Beauce ou la Bretagne avec l'élevage. Il y aurait les zones vertes, comme Rhône-Alpes, tout ça, d'agriculture, de tourisme, les régions de l'argent qui peuvent financer les paysans, etc. Et puis il y aurait les zones bleues où il n'y aurait plus rien, hein, en tout cas en termes d'agriculture. Ce qui est à mon avis une catastrophe. Alors pour eux c'était génial parce que chacun se spécialise de où il est le meilleur, mais qui est en fait une catastrophe parce qu'à mon avis tout le monde a le droit d'abord à une agriculture pourvoyeuse d'emplois, qui façonne les paysages de la façon qu'on souhaite, mais aussi qui est terrible sur le plan environnemental, hein, parce que ça veut dire que en Bretagne, vous concentrez les effluents, ça veut dire qu'il y a des régions par contre qui sont dévastées par quand les agriculteurs s'en vont, c'est aussi toute l'industrie agroalimentaire qui se casse la figure dans ces régions-là. Bon, donc tout un tas de processus sociaux et écologiques très pénibles. Et puis, alors là, je ne compte pas dans les particularités agronomiques, mais ça veut dire moins de complémentarité entre l'élevage et l'agriculture, etc. Voilà, et pour finir sur ce pourquoi relocaliser, je dirais également qu'on soit tous conscients des manières dont on produit ce qu'on consomme. Je crois que la meilleure manière de responsabiliser les consommateurs, citoyens, c'est que l'on sache comment tout ce qu'on consomme est produit. Et ça, à mon avis, même une forme de réappropriation aussi des écosystèmes. Par exemple, eh bien non, on ne fait pas pousser des aubergines en France en hiver. Et aussi peut-être une façon de respecter les cultures des peuples et des territoires, car je pense aussi que eh bien, quand vous videz une terre de son industrie ou de sa production agricole, finalement vous détruisez bien souvent une partie de son patrimoine, de sa culture, de son histoire. Et je pense que ça aussi c'est un élément qui n'est pas purement économique, qui à mon avis est à prendre en compte. Je pense que c'est une finalité du mouvement social qui est extrêmement importante aujourd'hui, qui a beaucoup de sens, et c'est pas parce que nos adversaires le récupèrent qu'il faut le lâcher. En fait, sur le comment relocaliser, je voulais m'y prendre par les écueils qu'il faudrait éviter, en fait. Voilà. Et je vais citer 3 ou 4 écueils qui, pour moi, sont importants à éviter. Premier écueil, c'est tout fondé sur des solutions locales. Parce que dans les mouvements de relocalisation, vous avez aussi beaucoup de mouvements
qui sont concentrés sur des solutions purement locales et qui parfois même refusent d'y associer des revendications globales. C'est mal, c'est politique, c'est tout ce que vous voulez. Finalement, on va changer le monde par le local. Bon. Je pense que cette vision-là a des grandes limites. D'abord parce que ça limite finalement le changement à une très petite partie de la population qui est bien informée, qui a le capital socio-culturel ou même financier pour le faire. Et de manière générale, je pense que ces solutions locales, elles sont déterminantes si on arrive par contre à en faire des leviers de transformation globale de la société. Si on les relie à des revendications globales, si on arrive à les fédérer d'une manière ou d'une autre et en respectant évidemment leur autonomie. Dans ce cas-là, on ne peut pas répondre à un problème complexe par une solution simple, même si elle peut apparaître plus séduisante. Et je pense qu'on ne peut pas dire on va régler le problème de la relocalisation et du progrès social et écologique par les droits de douane. Parce que ça n'est absolument pas suffisant. Oui, il faut l'intégrer oui, je pense par contre qu'il faut l'intégrer dans les outils d'intervention publique qu'il faudrait mettre en œuvre, dans nos revendications. Et d'abord, ça dépend des secteurs. Elle nous a démontré, par exemple, sur l'industrie, le problème est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a énormément d'autres outils à penser. Et je dirais que même de manière générale, je dirais que le libre-échange ne peut pas être la seule source de tous nos maux. Et je dirais que plus généralement, c'est le capitalisme dans son ensemble c'est la question du capitalisme qui se pose, vu comme comme un système qui vise à la rentabilité maximale des capitaux en exploitant toujours plus la nature et le travail. Et que pour combattre le capitalisme, restaurer les droits d'homme, restaurer de la protection aux frontières, c'est absolument pas assez radical. Je vais prendre l'exemple des industries agroalimentaires, que je connais mieux. Si on restaure les droits de douane, ça ne les empêchera absolument pas, dans un contexte de chômage de masse, d'augmenter à outrance la productivité du travail. Ça ne les empêchera pas de pressurer les salaires de leurs ouvriers, de manger toutes leurs concurrentes plus petites pour dégager le maximum de profit pour leurs actionnaires, de continuer à polluer si le gouvernement ne met pas des réglementations plus fortes, etc. Elles continueront à faire tout ça, elles continueront à pressurer les prix pour les producteurs, tout en augmentant les prix pour les consommateurs. Et les droits d'homme ne résolveront pas ça. Il faudra y ajouter au moins, à mon avis, la question, capitale du partage du temps de travail, parce que pour répondre au progrès technique et à la diminution d'emplois liés au progrès technique, il faut partager le temps de travail. Ça, c'est une autre revendication aussi importante, à mon avis, que les droits de douane. C'est-à-dire obliger à ce que dans tous les conseils d'administration, il y ait une part significative d'usagers et de salariés qui aient le pouvoir de décision, interdire les délocalisations, contrôler les investissements bancaires, et là ça rejoint toutes les questions sur la socialisation du système bancaire, ou encore soutenir très fortement les circuits courts, non pas seulement avec des aides. Là je pose la question, je sais qu'il y en a beaucoup de comités locaux qui bossent sur les marchés publics. Vous savez, par exemple, dans un marché public, pour les cantines par exemple, on n'a pas le droit de mettre comme condition d'avoir des produits issus de la région. Ça, par exemple, c'est un détail, mais ça peut faire énormément bouger les lignes sur la question de la relocalisation agricole et alimentaire. Si on avait le droit, si on pouvait dire à chaque conseil général et conseil régional, mettez cette condition, il faut une partie des produits qui viennent de la région. Pour l'instant, le droit de la concurrence européen ne l'autorise pas, mais il y a des conseils régionaux, généraux et des communes qui sont en désobéissance avec le droit européen. Il faut que partout dans les communautés, dans les conseils généraux et régionaux, on travaille sur ce point particulièrement, parce que je pense que c'est un levier très lié, c'est sur la question de l'écoute écologique et énergétique. Le premier poste d'importation vis-à-vis du Sud, de loin, si on parle en termes de déficit commercial, c'est l'énergie. Pour restaurer notre balance commerciale, ça n'est pas en mettant des droits de douane là-dessus qu'on va régler la question, c'est en changeant profondément notre modèle de production et de consommation par la sobriété énergétique, par l'efficacité énergétique, par la recherche d'autres sources d'énergie. Et ça, c'est énorme en termes de relocalisation. Donc, voilà, pour montrer que les droits de douane, ok, mais finalement, ça réduit fortement le champ des possibles. Et puis, dernière chose sur la protection douanière, c'est à quelle frontière on s'arrête, parce que tu le redisais ce matin, la plus grande partie des importations en France, ça vient de l'Allemagne, ça vient des pays d'Europe qui sont en train d'accroître d'ailleurs leurs exportations vis-à-vis de la France. Et donc se pose une question, c'est s'il faut mettre les droits de douane, est-ce que c'est au niveau européen ou national? Mais si on en remet en France,
eh bien, se pose toute la question aussi de ce que, de toutes les répercussions que ça pourrait avoir en termes de risque de guerre commerciale, monétaire, politique. Et je veux dire, de restaurer les droits de douane, c'est tuer l'Europe, et ça n'est pas n'importe quelle répercussion en termes politiques. Donc je pense que là-dessus, au contraire, disons, la revendication qu'on doit porter, c'est plutôt l'harmonisation sociale et fiscale et environnementale en Europe, plutôt que la restauration des droits de l'homme aux frontières de l'Europe. Penser que la relocalisation, finalement, c'est se protéger, nous, Français, face au reste du monde. Et je dis bien nous, Français. Je pense que ce qui nous unit, c'est pas de nous protéger, nous, Français, par rapport aux Chinois, aux Brésiliens ou aux Allemands, c'est de nous protéger, nous, citoyens de tous les pays du monde, face aux multinationales, à la finance, etc. Et c'est important parce que, par exemple, sur le partenariat transatlantique, j'ai entendu, et je ne les citerai pas, mais j'ai entendu des organisations de gauche dire que notre slogan principal, ça devait être combattons l'impérialisme américain. Mais c'est totalement faux. Les multinationales européennes vont en profiter autant que les multinationales américaines dans cette histoire. Comme elles profitent du libre-échangisme, comme elles profitent parfois d'un certain protectionnisme, tu l'expliquais ce matin, quand on fait des pics tarifaires sur tel ou tel secteur, parce que ça arrange le grand groupe sur tel ou tel secteur à tel moment. Donc voilà, simplement je pense que du coup ça complexifie un peu le problème, mais surtout je pense que cette idée on va combattre, nous Français, avec nos bons entrepreneurs et nos bons investisseurs de France, le reste du monde. Ça, il faut faire très attention à ça. Je pense qu'il y a un risque de glissement à gauche auquel il faut faire attention, un protectionnisme qui se voudrait de gauche et qui utiliserait cet appel à protection contre les autres pays. Donc cette relocalisation, elle doit passer, à mon avis, avant tout par des solidarités internationales avec les autres mouvements des pays, citoyens mouvements qui sont oppressés comme nous par le capitalisme et oppressés comme nous par le multinational. Je ne pense pas non plus qu'on puisse en passer par des solutions unilatérales. C'est-à-dire qu'on puisse dire on va se sauver nous-mêmes par des solutions en France, notamment les droits de douane ou la protection des frontières, ou même en Europe. Parce que, de toute manière, aujourd'hui, le contexte fait qu'on a absolument besoin d'une régulation mondiale internationale. Ne serait-ce que pour la question du climat. Ne serait-ce que pour la question du climat, tout simplement parce que les premières victimes sont les pays et les peuples du Sud, et les premiers responsables, les pays et les peuples du Nord. Et qu'il faut absolument une régulation mondiale aujourd'hui pour régler cette question climatique qui ne pourra pas être réglée dans chaque pays, les uns séparés des autres. Mais aussi, cette régulation mondiale, elle est absolument nécessaire parce que les pays pauvres ne s'en sortiront pas uniquement en se protégeant eux-mêmes, en bloquant leurs frontières. Ils auront besoin, par exemple, aussi qu'on ferme nos paradis fiscaux, qui fait fuir leur capital. Ils auront besoin qu'on les finance au nom de la dette écologique et sociale qu'on a envers eux, notamment par une taxe sur les transactions financières. Ils auront besoin aussi qu'on cesse toutes nos politiques extrêmement agressives d'accaparement de leurs ressources, qui fait qu'il y a quelques dirigeants corrompus pour de l'argent à court terme qui acceptent cet accaparement. Toutes ces politiques-là, nous les acceptons en tant que pays au nom de nos intérêts nationaux. Et il faut absolument, je dirais, revenir. Il y a eu des tentatives quand même après la Seconde Guerre mondiale, certaines ont réussi dans le domaine agricole et alimentaire. Il faut revenir à cette régulation multilatérale et démocratique fondée sur les droits humains fondamentaux, fondée sur la coopération et non pas la concurrence. Et donc je crois, pour finir là-dessus, que oui, il faut absolument se protéger, qu'on a le droit de se protéger, le droit de relocaliser, c'est un impératif pour la transition, mais qu'elle va avec le devoir de coopération internationale et de stopper notre extension mondiale des marchés. Et donc ce droit ne va pas sans ce devoir-là. La vérité, c'est que le gouvernement aujourd'hui peut faire énormément dans le contexte actuel, et qu'elle reporte sur la Commission européenne, sur la libéralisation des échanges ou je ne sais quoi, des responsabilités qu'elle ne veut pas prendre, que le gouvernement ne veut pas prendre. Aujourd'hui, c'est la faute du gouvernement, en particulier si nous en sommes là. Il faut arrêter de penser c'est la faute de la Commission européenne, des institutions de l'Union, etc. Oui, c'est un contexte qui pèse énormément, mais oui, le gouvernement est complice de ça et utilise cet argument-là pour poursuivre des mesures de régression